Savais-tu que notre soleil est en fait vert? D'accord, je plaisante. En réalité, il estimate de toutes les couleurs imaginables en même temps. Attends, quoi? Je sais que ça a l'air d'une blague, mais je suis sérieux. Tu ne vois pas? En fait, notre soleil contient absolument toutes les ondes du spectre lumineux. Il est à la fois rouge, bleu, vert, jaune, et j'en passe. D'après toi, d'où viennent les arcs-en-ciel? Lorsque la lumière du soleil se reflète sur des gouttelettes d'eau dans l'air, elle se divise en un ensemble d'ondes colorées que nous pouvons voir individuellement. Et lorsqu'elles sont toutes réunies, nous percevons un rayon de lumière blanche. Nos yeux sont incapables de saisir le concept de toutes les couleurs en même temps. C'est pourquoi leur combinaison nous semble blanche. Attends, me dis-tu, mais pourquoi le blanc? Le soleil n'est-il pas jaune? Oui, il est jaune aussi, mais s'il te plaît, ne le fixe surtout pas pour le vérifier. Il apparaît bien blanc lorsque nous l'observons depuis la Station spatiale internationale. C'est la couleur réelle du soleil, telle que nos yeux l'aperçoivent. Il prend une teinte jaunâtre lorsque ses rayons sont dispersés dans l'atmosphère terrestre. Notre atmosphère ne laisse pas bien passer les rayons bleus du spectre. Mais les rouges? Bien sûr. Et pourquoi pas? C'est d'ailleurs pour cela que le ciel nous paraît bleu. L'atmosphère disperse cette teinte un peu partout. Au lever et au coucher du soleil, les courtes ondes bleues sont réfléchies, mais les longues ondes rouges nous parviennent parfaitement. C'est pourquoi nous voyons les couchers de soleil rose, orange ou rouge. Mais que se passerait-il si le soleil avait une autre couleur? Pour répondre à cette question, répétons rapidement ce que nous avons appris. Premièrement, le soleil contient tout le spectre des couleurs. Deuxièmement, notre atmosphère est du genre rayon bleu, nope, rayon rouge, quand tu veux. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui se passerait si le soleil était, disons, rouge. Le monde entier ressemblerait à ce qu'il est lors des couchers de soleil. Pas mal, non? Nous n'aurions même pas besoin d'attendre le soir pour admirer le ciel écarlate. De l'eau orange et une lune rouge vif, oui, ce serait moins lumineux que ce à quoi nous sommes habitués, mais ce serait quand même pas mal. D'ailleurs, un jour, le soleil deviendra vraiment rouge. À la fin de sa vie, il se dilatera et se transformera progressivement en géante rouge avant de s'éteindre. Mais, ce ne sera pas très amusant pour nous, alors. Espérons que nous ne serons plus là pour voir ce moment. Je sais que moi, en tout cas, je ne serai pas là. J'ai une fête à laquelle je dois absolument aller. Et si le soleil était vert? La vérité, c'est que le soleil est vert. Oh, je sais, je t'entends d'ici. Attends, tu te moques de moi? Tu ne viens pas de dire qu'il était blanc? Bonne remarque, d'ailleurs. Pas exactement, mon pote. Le soleil a juste l'air d'être blanc. Mais techniquement, sa température est d'environ 5500 C, et la longueur d'onde maximale du spectre du soleil correspond à la teinte vert-bleu. Mais pour s'assurer que le soleil est bien vert, il faut occulter le reste du spectre visible. Notre atmosphère laissera alors passer une couleur verte pure. Que se passera-t-il alors? Tout sera vert, et tout deviendra aussi un peu plus sombre. Avoue que ce n'est pas si facile d'être vert. Bon, passons à autre chose. Maintenant, peignons le soleil en bleu. Les étoiles bleues existent réellement. On les appelle les géantes bleues. Heureusement, notre soleil n'en fait pas partie. Pourquoi heureusement? Parce que si c'était une géante bleue, ce serait une étoile jeune, belle, incroyablement grande et très, très chaude. La logique, le rouge est chaud, le bleu est froid, ne s'applique pas aux étoiles. Les étoiles les plus chaudes sont blanches et bleues, et les plus froides sont jaunes et rouges. En fait, notre soleil est très froid comparé à d'autres étoiles. Prends la température moyenne de ta ville et multiplie-la par des centaines de milliers. Oui, nous sommes aux prises avec le réchauffement climatique. Mais l'embrasement de la planète? Non. Merci, on va éviter. Quoi qu'il en soit, imaginons que le soleil devienne bleu. Comment verrions-nous le monde? Étonnamment, rien ne changerait. Tu te souviens que j'ai dit que l'atmosphère diffuse la lumière bleue? C'est pourquoi, dans ce cas, tout resterait pratiquement inchangé. Le ciel deviendrait peut-être plus bleu, mais nous ne verrions pas de grande différence. Enfin, l'option la plus sombre, sans jeu de mots. Et si notre soleil devenait noir? Fais des réserves de lampes et de bougies, car il n'y aura plus de lumière. Partout dans le monde, les gens utilisent l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous ne pouvons plus non plus voir la Lune. Après tout, si nous pouvons l'observer aujourd'hui, c'est uniquement parce que les rayons du soleil se reflètent sur elle. Il ne nous reste donc plus que les étoiles pour éclairer nos nuits. Mais elles ne nous sont pas d'un grand secours. Heureusement, ce scénario est totalement irréaliste et il n'y a pas d'étoiles noires, n'est-ce pas? Eh bien, non, il n'y a pas d'étoiles noires. Et pourtant, notre soleil finira un jour par devenir complètement noir. Et je ne parle pas d'un trou noir, je parle ici de naines noires. Tu as probablement entendu parler des naines blanches, peut-être même de 7 nains.
Hi hi hi. Lorsqu'une étoile comme notre Soleil est sur le point de finir sa vie, elle se dilate et se transforme en géante rouge. Puis, perdant progressivement ses couches supérieures, elle se transforme en naine blanche. Ne produisant plus de combustible, elles se refroidissent lentement. Il ne reste plus qu'un petit noyau qui vit sa vie et brûle de 1000 feux. Et lorsque l'étoile se refroidit complètement, eh bien, oui, c'est vrai, elle se transforme en naine noire. Mais tu n'en as probablement jamais entendu parler. Pourquoi ? Parce que, surprise, elle n'existe pas. Et non, je n'ai pas menti. Le fait est qu'une étoile a besoin d'environ 1 quadrillion d'années pour se transformer en naine noire. Et notre univers est encore un bébé. Il n'a qu'environ 14 milliards d'années. Aucune étoile n'a donc encore atteint ce stade. Même les plus anciennes émettent encore un peu de lumière. C'est pourquoi les étoiles noires ne sont qu'une théorie. Et il est peu probable que nous puissions un jour en voir un jour une. Mais souviens-toi du célèbre dicton « Les étoiles que nous voyons la nuit sont déjà des fantômes car leur lumière ne nous parvient que maintenant ». C'est un mythe. Elles sont toutes encore vivantes. Et c'est tant mieux. Pourquoi est-ce que je te raconte tout cela ? Imaginons que notre Soleil se transforme en naine noire. Tout le système solaire serait immédiatement plongé dans l'obscurité absolue. Il ferait également très froid. La Lune quitterait son orbite et s'écraserait sur la Terre. Attends une minute. Oublions ce moment et supposons que nous sommes encore en vie. Heureusement, nous ne gèlerions pas instantanément, comme tu pourrais le penser. Le noyau de la Terre a sa propre température, plus de 5000 C. Mais les températures à la surface de la planète chuteraient tout de même immédiatement à 0 °C. Le noyau se refroidit progressivement. Tous les 2 mois, sa température serait multipliée par 2. En seulement 2 mois, la température à la surface de la Terre serait de 123 degrés C. Et 1 an, elle atteindrait 270 degrés C. La plupart des plantes disparaîtraient rapidement, non pas à cause du froid, mais de l'absence de photosynthèse. D'autres vivraient un peu plus longtemps grâce à l'oxygène encore présent dans l'atmosphère. Et curieusement, les arbres survivraient très longtemps. Ils ont un métabolisme lent et puisant du sucre dans le sol. La couche supérieure des océans gèlerait assez rapidement. Heureusement, cette épaisse croûte de glace isolerait les eaux profondes, de sorte que l'océan tout entier ne gèlerait pas avant un certain temps. Les créatures marines se porteraient plutôt bien. Elles existaient bien avant nous et sont déjà habituées aux changements de température extrêmes, au manque d'oxygène et de nourriture, aux pressions énormes et aux autres joies de la vie en eau profonde. Et nous, les humains ? Tout d'abord, nous commencerions à tomber malades. Sans vitamine D, les gens seraient confrontés à un grand nombre de problèmes de santé. Par ailleurs, notre corps a besoin de la lumière du soleil pour produire de la mélatonine. Cette mélatonine nous aide à comprendre quand nous devons nous coucher et nous réveiller. Si les gens n'avaient pas cette hormone, leur corps deviendrait très perturbé et ne comprendrait pas s'il a besoin de dormir ou non. Cela signifierait des insomnies pour de nombreuses personnes. Mais nous pourrions quand même survivre. Nous aurions 2 options. Construire des sous-marins géants et descendre dans les profondeurs de l'océan, plus près du noyau de la Terre. Ou rester à la surface et vivre notre vie dans un endroit où nous aurions des sources d'énergie géothermique. En Islande, par exemple. Nous pourrions aussi nous installer près des volcans, dont la chaleur suffirait à nous réchauffer pendant longtemps. Notre vision s'adapterait à l'obscurité. Mais à un moment donné, elle atteindrait son maximum. Il faudrait donc s'habituer à vivre dans le noir complet. Mais qui sait ? Peut-être que nous nous adapterions aussi à cette vie. Quelle option préférais-tu ? Vivre au fond de l'océan dans un sous-marin ou à la surface près des volcans ? Que se passe-t-il avec le Soleil ? Certains disent que notre étoile est en colère. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Et faut-il s'en inquiéter ? En toute franchise, oui, on est en droit d'être inquiet. Ce n'est généralement pas une bonne chose d'avoir trop de soleil. La composante ultraviolette de la lumière solaire est nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi les humains ont adapté un certain spectre de pigmentation de la peau. Plus il y a de lumière solaire contre laquelle nous devons nous protéger, plus nous avons besoin de pigmentation. Les grands chapeaux et les flacons de crème solaire à indice de protection élevé aident aussi, surtout pour les personnes à la peau claire. Mais que peut faire la planète Terre ? Tout d'abord, essayons d'avoir une bonne estimation de l'ampleur de cette colère du Soleil. Le Soleil passe généralement par un cycle actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvée. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années.
Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme, le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif-calme-actif s'est transformé en un cycle actif-calme-calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif. Un graphique, connu sous le nom de diagramme papillon, suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le diagramme papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé. Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres, elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil. Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 watts allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 watts allumée. L'ampoule de 25 watts paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paires. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil, associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude. Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. CME est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires, et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit.
Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a 5 sites d'observation à travers le monde. Un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons. Bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocifs des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre, et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale. Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ 1/10 de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les 5 antennes qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci. Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme, avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de protons atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet, car les protons chargés positivement pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche? Reste à l'écoute. Est-il possible pour une planète d'avoir non pas un, non pas deux, mais plusieurs soleils ? Imaginons ce qui arriverait si le Soleil décidait soudainement de se diviser en une multitude de petites étoiles. Tandis qu'ils cherchaient des planètes semblables à la Terre dans tout l'univers, les scientifiques ont découvert que les systèmes à 2 ou même 3 étoiles ne sont pas si rares que ça. Beaucoup de ces systèmes ont même des planètes dans leur zone habitable, et près de la moitié de ces planètes pourraient abriter la vie. Comme j'ai hâte de leur demander à quoi ressemble leur coucher de soleil. Les scientifiques suggèrent même que notre Soleil n'a pas toujours été solitaire. Il est possible qu'il ait été accompagné d'une autre étoile, appelée Némésis. Ils ont remarqué que les extinctions massives sur Terre se produisaient tous les 27 millions d'années, comme si c'était cyclique. Ils se sont donc tournés vers les étoiles pour essayer de comprendre ce qui pourrait en être la raison. Et ils ont émis l'hypothèse qu'une seconde étoile avait quitté notre Soleil il y a bien longtemps, mais qu'elle nous affecte toujours. Némésis pourrait être situé à environ 1,5 années-lumière de nous. Cela peut sembler peu, mais cela représente en fait près de 9000 milliards de kilomètres. Le voyage en voiture va être amusant, et durer 50 millions d'années.
Quoi qu'il en soit, chaque fois que Némésis passe dans son orbite, elle peut avoir un effet sur le nuage de Oort. Le nuage de Oort est une zone située autour de notre système solaire et dans laquelle se forment les comètes. Son existence n'a pas encore été prouvée, mais les scientifiques en sont plutôt certains. Les comètes se forment donc à l'intérieur de ce nuage et se dirigent ensuite vers notre système solaire. Même si elle est très éloignée, la deuxième étoile de notre système pourrait avoir une grande influence sur lui. Mais qu'en est-il des systèmes à 4 étoiles ou même plus? Est-ce même possible? Eh bien en fait, oui. Mais plus tu ajoutes de corps célestes au système, plus cela devient difficile. Les orbites deviennent instables. C'est on ne peut plus chaotique. En mécanique stellaire, cela s'appelle le problème à 3 corps. Cela signifie qu'il est très difficile de prédire les orbites des corps dans de tels systèmes. Dans la plupart des cas, elles s'avèrent aussi singulières qu'aléatoires. Isaac Newton est le premier à l'avoir remarqué. Il a essayé d'appliquer ses découvertes sur la gravitation à la Terre, à la Lune et au Soleil. Et il s'est retrouvé confronté à un sacré casse-tête. Il n'était pas facile de comprendre comment 3 objets stellaires orbitent de façon si stable les uns autour des autres. Et il ne s'agissait encore que d'une planète et d'un satellite. Et si on ajoutait plusieurs étoiles? Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui devront calculer tout ça. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas scientifique. Quoi qu'il en soit, nous savons que les systèmes à 3 étoiles sont extrêmement chaotiques. Mais qu'en est-il des systèmes avec encore plus d'étoiles? Ils sont très très rares. En 2021, la NASA a découvert un système stellaire composé de pas moins de 6 étoiles. C'est tout simplement fou. Bien sûr, il n'y a pas de planète dans ce système, mais qui sait, nous trouverons peut-être un jour un système de ce genre, mais avec des planètes en plus. Dans de tels mondes, la chorégraphie gravitationnelle est très complexe. Il faut des conditions très spécifiques pour que tout tienne bien ensemble. C'est un peu comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Avec tout cela en tête, essayons d'imaginer ce qui se passerait si le Soleil se transformait soudainement en plusieurs petites étoiles. Oh là là, il va nous falloir une simulation très détaillée. Non, nous allons probablement avoir besoin d'une douzaine de simulations pour que cette chose fonctionne, parce que sinon, nous n'aurons que quelques options. Première option, nous divisons le Soleil en 5 ou 10 petits soleils. Nous dispersons ces derniers non loin les uns des autres. Ils détruiront notre système en quelques heures. Et oui. Tous les systèmes stellaires, y compris le nôtre, sont en mouvement constant dans l'univers. Donc, ils s'écraseront les uns contre les autres presque immédiatement. Cette collision entraînera la création d'une supernova. Notre système se transformera en une magnifique nébuleuse colorée. Pour nous, cela se produira en quelques minutes seulement. Nous n'aurons même pas le temps de sentir quoi que ce soit. Et toutes les planètes de l'ancien système solaire se transformeront immédiatement en une poussière spatiale étincelante. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option pour nous, n'est-ce pas? Voyons si cela peut se passer autrement. Deuxième option. Puisqu'ils ne peuvent pas être placés si près les uns des autres, essayons de les placer aussi loin que possible. Et dans ce cas, ils vont simplement s'en aller. Adieu! Leur force gravitationnelle est trop faible pour que tout se maintienne. Nos petits soleils quitteront simplement le système solaire, voyageant dans l'espace dans diverses directions. Ensuite, les planètes abandonnées n'auront plus d'orbite. Et ça inclut la Terre, bien sûr. Nous deviendrons ce qu'on appelle une planète vagabonde. Au début, nous ne nous rendrons même pas compte que la planète a quitté son orbite. Nous n'aurons donc pas le temps de faire quoi que ce soit, et un froid terrible s'installera. Quelle fin triste et poétique. Bon, aucun de ces dénouements n'est très folichon. Oh d'accord, il nous reste une dernière option. Notre principal problème est de faire en sorte que chacune de ces petites étoiles ait une masse égale. Mais jette un coup d'œil à tous ces systèmes multi-étoiles que nous avons déjà découverts. Tu verras qu'aucun d'entre eux ne ressemble à un groupe harmonieux de boules lumineuses. Au lieu de cela, on y trouve quelques grandes étoiles, et le reste, les petites, sont en orbite autour d'elles. Alors, que penserais-tu de 2 grandes étoiles avec 2 plus petites? À quoi ressemblera la Terre alors? Eh bien, son orbite deviendra terriblement instable. Nous nous agiterons d'avant en arrière, et ce n'est pas vraiment recommandé, pour être tout à fait franc. Nous savons à quoi cela peut mener, car, et c'est tout simplement fou, cela nous est déjà arrivé une fois. Oui, il y a environ 70 000 ans. Une étoile solitaire a visité notre système solaire. C'était une naine rouge appelée Scholz. Une naine rouge est une étoile très petite et très froide.
Si tu considères que 7760 degrés est froid, bien sûr. Mais on estime qu'il s'agit du type d'étoile le plus faible et le plus froid. Elle ne devait donc probablement pas avoir l'air ni si grande ni si brillante dans notre ciel. À cette époque, nos ancêtres Homo sapiens vivaient déjà leur vie. Est-ce que tu t'imagines leur surprise ? Ils ont vu une autre étoile débouler dans le ciel vers le Soleil. Je me demande bien à quoi cela pouvait ressembler. Et puis, Scholz a contourné le Soleil et a continué son voyage dans l'espace. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse le récit d'une catastrophe, n'est-ce pas ? Si cela s'était produit, tu ne serais pas devant ton écran à regarder cette vidéo. Mais grâce à cette histoire, nous pouvons nous faire une idée de ce qui arrive à la Terre lors de tels événements stellaires. À cette époque, une énorme activité volcanique s'est déclarée sur notre planète. Nous avons aussi eu droit à des pluies de météorites qui nous ont presque anéantis. Nos ancêtres ont vraiment eu la vie dure. Quelque chose de similaire se produira sur notre planète hypothétique avec 4 soleils, mais à une échelle bien plus grande. Une activité volcanique constante, des tremblements de terre et des tsunamis. Brrr. De plus, la durée d'un jour changera, ainsi que la durée des saisons et de l'année dans son ensemble. Elles ne seront plus stables, à cause des changements fréquents de la gravitation. En d'autres termes, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. Un hiver d'1 an, un été brûlant. Et lorsque nous nous trouverons à mi-chemin entre 2 étoiles, il n'y aura même plus de nuit. Elles illumineront les 2 parties de notre planète et il nous faudra dormir en plein soleil. Et si tu penses que tout ça est bien mauvais, garde à l'esprit que nous serons aussi assaillis par beaucoup plus de rayons ultraviolets et de vents solaires à cause de nos 4 soleils. Leur couleur changera également. Ils se transformeront en naines rouges et prendront une teinte orange écarlate dans notre ciel. Nous aurons aussi beaucoup plus d'éclipses. Sauf qu'au lieu de la Lune, c'est le Soleil qui sera éclipsé par un autre Soleil. Mais il deviendra probablement juste un peu plus sombre. Pour être honnête, il est peu probable que quelque chose survive sur Terre après tout cela. Je veux dire, c'est possible, mais effectue une centaine de simulations toi-même si tu veux en être sûr. Toutefois, nous pourrions, en théorie, survivre dans un système binaire plus simple. Par exemple, dans un système composé de 2 étoiles proches l'une de l'autre. Il faudrait qu'elles soient toutes 2 fois plus petites que notre Soleil actuel. Ce serait le scénario parfait. Et il est fort possible que ça arrive dans un avenir lointain. La NASA travaille actuellement sur un projet visant à relocaliser nos descendants sur Proxima Centauri B. Il s'agit d'une planète située dans le système stellaire le plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, dans le futur, nous déménagerons vraiment là-bas. Nous verrons alors ce que c'est que de vivre avec plusieurs soleils.